Bonjour à toutes et à tous, je suis Larry Harari et je vous accueille pour ce troisième épisode de mon podcast Unshakeable, le podcast bimensuel consacré aux sujets tels que la culture, la jeunesse, l'entrepreneuriat, la créativité, bref, les thématiques qui sont pour moi parmi les plus importantes de notre époque et que je souhaite aborder avec vous selon mon point de vue. Alors lors des deux premiers épisodes, je vous ai raconté mon parcours à la fois personnel et professionnel qui m'a amené à prendre la direction de ma propre entreprise Nower qui propose une plateforme de vidéo à la demande par abonnement consacrée aux documentaires, aux podcasts, aux contenus audiovisuels, culturels et éducatifs. Et donc en fait, tout le process qui nous amène à la création de cette startup, je le raconte dans ces podcasts. Et en fait, je vous ai démontré comment ça s'articulait avec mon histoire perso jusque début 2022, où on obtient cette subvention de la BPI. En juin 2022, on crée la boîte. Ensuite, on commence la prospection commerciale. On se rend compte qu'on a des concurrents sur l'aspect B2B. Pour rappel, on veut proposer la plateforme aux universités du supérieur, donc forcément, tautologie. Donc on veut proposer ça pour que les étudiants et les professeurs aient une source de données audiovisuelles fiables, sourcées et de qualité qui leur permet de mieux réviser, de se cultiver également en dehors de l'université et également aux professeurs, aux universités d'avoir un peu une prise sur ce que consomment les étudiants comme contenu culturel en dehors de l'université. Car, à moins d'être extrêmement naïf, l'accès à la connaissance aujourd'hui ne se fait plus en majorité entre les quatre murs d'une fac, mais dans la vie de tous les jours, sur YouTube, sur Spotify, dans un bouquin. Bref, l'accès à la culture, il est partout et nulle part. C'est bien ça le problème. D'ailleurs, qu'on essaye de résoudre avec Nowhere. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on avance, on continue de construire la boîte. Et là, je me rends compte que effectivement, il faut qu'on développe absolument l'aspect production audiovisuelle. Et donc là, heureusement, grâce à mon expérience en fait dans la création de vidéos sur YouTube, je connais pas mal de gens. Puis j'ai des amis dont je connais les compétences et je sais qu'ils pourraient être intéressés par ce genre de projet. Et en fait, j'en fais rentrer plusieurs dans Nowhere. Et je l'ai fait développer la partie production audiovisuelle, notamment Benja, qui était un ami espagnol qu'on avait rencontré lors de nos études en AES à l'université de Poitiers. Et en fait, lui, je sais qu'il a de fortes compétences scolaires. Et en fait, on avait déjà fait ensemble de la radio en 2018. J'ai fait de la radio à Pulsar, à l'université de Poitiers, radio associative, sponsorisée, ultra sponsorisée l'université, par la mairie, par tout le monde. Bref, une école, une radio qui génère zéro thune, qui passe des musiques bizarres toute l'année. Et en fait, moi, j'ai passé plusieurs mois là-bas avec mon ami Benja. On faisait des émissions sur l'actualité politique européenne. Et moi, je faisais également une émission sur l'histoire des sciences. Donc voilà, une très belle expérience avec des étudiantes en biologie. Donc moi, je faisais une rubrique sur l'histoire des sciences et elle les expliquait des expériences et tout ça. Et donc c'est là que vraiment j'ai pris conscience de ma voix en fait. Euh, Parce que ça c'est très important. Autant l'aspect, on va dire, plutôt visuel. L'aspect de ce à quoi je ressemble, je me le suis approprié en faisant les vidéos, en faisant des podcasts, des documentaires. Et là vraiment j'ai pris conscience de mon image. Et ça a été très important pour moi parce que j'ai passé pas loin de 10 ans, entre 8 et 10 ans à faire des vidéos sur YouTube. Au bout d'un moment, on finit par prendre conscience de ce à quoi on ressemble, en prenant en compte évidemment que la caméra nous déforme, mais ça nous permet de nous approprier notre image. Et moi, je fais partie de ces gens qui aiment bien se voir à l'écran. Je pense que c'est une force.
Il y a certains youtubeurs qui se détestent, qui s'aiment pas physiquement. Moi, je pense que c'est extrêmement sadomasochiste de, de faire de la vidéo si on n'aime pas se voir. Donc moi, je pense que j'ai développé un rapport plutôt positif à ça. Et par contre, à la voix, c'est quelque chose de vraiment différent. Et au début, moi, j'aimais pas m'écouter, hein, je pense comme la plupart d'entre vous. Et grâce à la radio, grâce aux émissions de radio, j'ai appris à m'écouter, à poser mon rythme de voix, à placer ma respiration. Et ça a vraiment été décisif pour moi dans, dans, dans le développement de mes activités créatives, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que voilà, on se retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans un podcast, hein. C'est pas, c'est pas un hasard si on se retrouve sur ce format-là, parce que j'ai pris de l'expérience également là-dedans, grâce à la radio. Et en fait, également avant de fonder Nowhere, j'ai une activité de guide touristique sur Poitiers. Et je développe ça pendant environ 2 ans et demi via la plateforme Airbnb. Donc en fait, ce que je me rends compte, c'est que pour visiter Poitiers, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a de la demande. Il y a quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui viennent dans la ville, mais qui ne savent pas forcément la visiter parce que bon, voilà, c'est une ville quand même avec un plan. Dans certaines parties de la ville, le plan de la ville est moyenâgeux, donc ça tourne pas mal, c'est pas mal de petites rues. Vous avez ces grandes avenues héritées du 19e, de Napoléon III, d'Haussmann et tout ça, qui sont claires, faciles à visiter, mais vous avez beaucoup de rues moyenâgeuses. Poitiers, c'était la capitale du Poitou, c'était la ville d'Aliénor d'Aquitaine, c'était la ville où sont passés les Plantagenets. Voilà, c'est une ville qui a connu les guerres de religion. C'est vraiment une ville bourrée d'histoire. C'est la ville qui a connu le début du procès des Templiers. Bref, il s'est passé tellement de choses à Poitiers. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait pouvoir partager ma passion que j'ai pour cette ville avec d'autres gens, tout simplement. Et grâce aux visites sur Airbnb, en fait, j'ai pris de l'expérience dans la prise de parole à l'oral. C'est-à-dire que la vidéo m'avait déjà beaucoup aidé, mais je n'étais pas habitué à parler devant des groupes. Bon, je m'étais bien rendu compte qu'effectivement, je parlais bien, mais grâce aux visites Airbnb, j'ai pris l'habitude de devoir captiver des gens pendant 1 heure, 1h30. Voilà, ça c'est un sacré exercice. Des gens de tous âges, des jeunes, des très jeunes, des âgés, des très âgés, des gens adultes entre les deux âges. Et en fait, de s'adapter à son public, de le captiver, de l'emmener dans votre récit, de le faire participer, chose qui est pour moi très importante. Et bien en fait, ça s'apprend. Ça s'apprend, et quoi de mieux que le terrain pour le faire. J'ai dû faire des visites d'Airbnb, j'ai dû en faire une 50aine. Voilà, au moins, sur ces 2 ans et demi. Parfois également en anglais. J'ai eu des clients étrangers qui sont venus. Donc c'était vraiment à la fois un hobby pour se faire de l'argent, un peu. C'était un peu mon job étudiant à moi. Et également, voilà, pour prendre de l'expérience au niveau perso. Une expérience qui allait beaucoup me servir après dans le développement de Nowhere et à tous les niveaux. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans votre vie perso influence votre vie professionnelle. Et l'influence que vous arrivez à obtenir sur les personnes qui vous entourent, par exemple au cours de vos années d'études, au cours de vos premiers business, au cours même de vos relations amicales et amoureuses, va vous servir quand vous allez fonder votre boîte. Voilà. Parfois parce que ça vous fait un pool de gens dans lesquels vous pouvez piocher pour vous rejoindre quand ils ont des compétences qui correspondent à ce que vous développez. Et également parce que ces gens-là sont là pour vous mettre un peu à l'épreuve tous les jours dans l'exercice de vos valeurs, de vos vertus, de vos qualités en tant que personne, qui sont des points qui vont ensuite, quand vous allez avoir votre entreprise, être multipliés. C'est-à-dire, si vous avez un sale caractère avec vos potes, vous allez sûrement avoir un sale caractère dans votre boîte. Si vous êtes plutôt quelqu'un de charismatique dans un groupe d'amis, en général, vous allez transmettre ça à votre entreprise. Vous allez avoir ces points forts. Et si vous pensez que quand vous allez créer la boîte, d'un coup, vous allez vous transformer en Superman, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Voilà. C'est plutôt l'inverse. Devenez Superman avant de créer l'entreprise. Mais quand je dis Superman, ce n'est pas dans le sens il faut être invincible, il ne faut pas avoir de vulnérabilité, il faut savoir tout faire. Non. Mais il faut avoir un peu de l'expérience dans tout au moment de créer sa boîte. Parce que les gens que vous avez face à vous, vous savez ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire il faut que tu sois assis comme ça. Il faut que tu prennes la parole comme ça. Il faut que tu expliques
comme ça. Ça se passe comme ça. Ils sont très directifs dans l'entrepreneuriat. Tous les gens qui vont vous former, qui vont vous accompagner, tout ça. Si vous n'avez pas conscience des difficultés qui vont arriver, au moins un minimum, et des forces que vous avez, ça va être très compliqué. Et je pense, ça je suis assez d'accord avec des bouquins que j'avais lus de Trump. Il disait finalement, en tant qu'entrepreneur, la forme d'intelligence la plus importante, c'est l'intelligence intrapersonnelle. C'est comment vous vous connaissez. À quel point vous connaissez vos motivations, vos valeurs, vos passions. Parce que c'est ça qui fera la différence, à la fois dans le type de business que vous allez poursuivre et dans le type de dirigeant que vous allez être. Pour moi, fonder une boîte, c'est forcément être en rapport avec des gens. Voilà, c'est la base. Si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas une boîte, vous êtes un freelance, vous êtes un indépendant. Et encore un indépendant très indépendant, dans certains métiers c'est peut-être possible, mais dans la plupart des jobs, quand on est chef d'entreprise, il faut être en relation avec les gens, il vaut mieux les aimer. Et quand on ne les aime pas, c'est qu'en général, on ne s'aime pas soi-même. Et pourquoi on ne s'aime pas soi-même? C'est parce qu'on ne se connaît pas. Donc pour apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se connaître. Et ça, pour moi, c'est très important. Et en fait, au cours de ces années, entre 2019 et 2022, pendant lesquelles à la fois je monte le projet Nowhere, je crée la boîte, on reçoit les subventions, je crée mes équipes, c'est un process également de connaissance de soi-même. Et c'est-à-dire il faut en avoir conscience, il faut le faire de manière active. Parce que si vous le faites de manière active dans le sens où vous dites « Ah mais là je me découvre, ah là j'ai besoin de me mettre à l'épreuve et tout ça », à la fois dans votre rapport au travail, aux autres, aux interlocuteurs, à l'argent, même à l'argent c'est très important. Et bien en fait, si vous le faites de manière active et vous prenez de l'info, vous l'analysez et vous faites un feedback à vous-même sur ce que vous avez vécu, expérimenté et les limites que vous avez rencontrées de votre personnalité, vous allez évoluer beaucoup plus vite que quelqu'un qui vit les choses et fait un bilan 2-3 ans après, une fois que c'est terminé. Et ça demande d'avoir un peu une patience philosophique vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire espérer beaucoup de soi-même, mais être paradoxalement tolérant. Voilà. On est humain, on est faillible, on fait des erreurs. Si on les reconnaît et qu'on travaille pour ne pas les reproduire, on fait déjà énormément de notre travail en tant qu'humain. Et je pense que voilà, vraiment en tant que jeune entrepreneur, quand on fonde sa boîte, on a plus ou moins d'expérience, mais on a forcément d'expérience dans des choses. Et si vous avez envie de fonder une boîte, mais que vous n'avez pas eu d'expérience pro avant en tant qu'indépendant, vous n'avez pas monté de projet pro avant, vous allez vous casser la gueule. Voilà. Donc moi je dis, si tu veux fonder ta boîte et que tu es jeune, fais des projets avant. Apprends à transformer ta passion en action et à évaluer les résultats de tes actions. Si tu prends cette habitude de dire je suis passionné par la musique, je vais composer un morceau, je vais le produire et je vais voir combien de personnes l'ont apprécié en le diffusant sur les réseaux, en l'envoyant à des amis, en le vendant dans la rue, par exemple, eh bien ça c'est une démarche entrepreneuriale. Entrepreneur, ça peut être également être passionné par le sport, se dire j'ai envie d'obtenir un résultat, je fais un plan, je mets en place une routine, je mets en place des routines d'entraînement, de nourriture, de sommeil pour obtenir un résultat. Et une fois que j'ai rempli mes objectifs, je les analyse par rapport à mes goals de départ, par rapport à l'idée que j'avais de départ et je vois là où je suis arrivé. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est ce que je voulais au départ? Et quelle personne je suis devenu dans ce process-là? Et bien ça, en fait, c'est un process entrepreneurial. Partir à l'autre bout du monde en exploration et en retirer des expériences, être capable de transmettre l'émotion que vous avez vécue et de comprendre la personne que vous êtes devenu au cours de ce process, c'est un process entrepreneurial. C'est un process entrepreneurial. Et en fait, entrepreneur, pour moi, c'est amener ses idées à la réalité. Voilà. Et en tirer des conséquences. Et je pense qu'en fait, on est tous plus ou moins entrepreneurs dans notre vie, que ce soit même dans nos relations perso ou quoi. Et en fait, je pense que Steve Jobs avait raison quand il disait l'avenir, en fait, il appartient aux entrepreneurs qui sont aussi des penseurs. C'est-à-dire qui sont aussi philosophes. Ayez du recul, il faut avoir du recul sur ce qu'on fait, comprendre dans quel espace philosophique on se place. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas ce courage. Et beaucoup veulent juste faire des thunes, ou bien d'autres se disent uniquement, je vais avoir un projet social, je vais aider les autres. Mais dans les deux cas, dans quel
contexte philosophique, idéologique, je me place. Pourquoi moi, aujourd'hui, je veux faire ça? Et quelles conséquences mes activités auront? Parce que si je gagne beaucoup de fric, mais que j'ai beaucoup de dommages collatéraux sur les autres, l'environnement ou quoi, est-ce que c'est forcément bien? Et si je veux au contraire résoudre tous les problèmes du monde, mais que je ne gagne pas de fric, que mon entreprise n'est pas durable, que je ne respecte pas les gens autour de moi, et que je me dispense d'aimer mes contemporains au prétexte que les gens du futur, ou bien les gens du passé, ou bien les gens de loin sont meilleurs que ceux que je connais aujourd'hui, dans quel référentiel suis-je? Est-ce le bon ou pas? Et vous savez, il y a cette phrase de Voltaire qui disait, de mémoire, hein, je vous l'ai dit, ces philosophes qui aiment les peuplades de l'autre bout du monde pour se dispenser d'aimer leurs contemporains, pour se dispenser d'aimer leurs voisins. Et bien ça marche dans l'entrepreneuriat aussi. Voilà. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, pour fonctionner durablement dans le temps, il doit être ancré dans la région, dans le territoire, dans la ville d'où il part ou dans le pays. Nike, on ne peut pas comprendre Nike sans comprendre l'Oregon, sans comprendre le nord-ouest américain, d'où ça vient. On ne peut pas comprendre qui est le fondateur de Nike sans comprendre en fait d'où il vient, pourquoi il crée sa boîte, pourquoi son siège social est toujours situé dans cette ville perdue là, de l'ouest américain, du nord-ouest américain. Et ça, je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, on est dans une période de mondialisation, certes, mais on est aussi dans une période où le local entre en relation avec le mondial. Et ça, c'est très important. On doit savoir quelles sont nos forces au niveau local, au niveau national, pour pouvoir les faire rayonner au niveau mondial. Parce qu'en fait, les gens, à l'autre bout du monde, ils n'attendent pas que vous leur ameniez une marque qui est présente partout, qui est la même partout. Ils attendent de vous une authenticité. Les demandes des consommateurs, je pense fondamentalement qu'ils ont changé. Ils ont envie de quelque chose qui est à la fois authentique, qui est parfois d'ailleurs, mais qui s'adapte à leur réalité locale. Et alors pendant longtemps, les marques ont pris le parti de la simplicité, on fait la même marque partout dans le monde, type McDonald's, Apple ou quoi. Mais je pense que fondamentalement, cette ère-là ne représente pas l'avenir des PME, des startups ou quoi. Je pense qu'on doit être beaucoup plus dans la mise en valeur, surtout quand on est dans une industrie créative. Je pense que là, ça marche particulièrement, de nos forces culturelles. Voilà. Et on les met en avant et on dit... Nous, on est culturellement très ancrés, mais ça nous rend plus forts pour parler avec vous, non pas parce qu'on veut vous imposer notre façon de voir, mais parce qu'on est plus fort pour comprendre pourquoi, pour vous, votre culture est importante. Et ainsi, on va mieux la respecter. Et c'est là le sens du dialogue interculturel, selon moi. C'est pas faire émerger une culture mondiale qui sera la même pour tous les autres. C'est faire rentrer chacune de nos cultures en dialogue avec les autres. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important ce point-là. Et donc voilà, on termine l'année 2022 avec une équipe qui est pas loin d'une dizaine de personnes, si on compte toutes les personnes impliquées dans les créations de Knower, à la fois sur la plateforme, sur les designs, sur la création audiovisuelle et tout ça. Et au cours de ce process-là, je rencontre vraiment des gens qui sont incroyables. Par exemple, Lucas, qui fait de la production audiovisuelle avec nous, l'agence CLU. Voilà, des gens très talentueux. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que fin 2022, on commence à faire les premiers podcasts de Knower qui vont être publiés en 2023. Et là, ça, en fait, ces podcasts ont pour but de faire connaître notre marque et d'enregistrer des préinscriptions pour le B2B, donc en gros pour la plateforme qui sera disponible au grand public en 2024. Et on décide de commencer ça en 2023. Ça met en avant mon expérience dans l'audiovisuel également. Et en fait, à la fin de l'année, on va pas se mentir, j'étais carbo. Mentalement, physiquement, j'étais mort. C'était énormément de challenge toute l'année. Et en fait, il faut savoir que les gens, vous allez découvrir ça quand vous êtes entrepreneur, ils ont des périodes d'activité. C'est-à-dire qu'entre novembre et décembre, tout le monde se réveille, il y a tous les colloques, il y a tous les salons, il y a tous les gens qui deviennent fous, qui deviennent actifs, dynamiques, parce qu'il va y avoir les vacances de fin décembre. Et c'est la même chose qui se passe en mai-juin. Et puis alors en juillet-août, ils sont tous morts en vacances avec la famille ou quoi. Donc quand vous n'avez pas de famille, vous bossez, mais on va dire de façon un peu plus light. Et ça, il faut l'assumer également qu'il y a des périodes où on bosse plus que d'autres. C'est normal, vous n'allez pas pouvoir toujours être à fond toute l'année.
Et je pense que c'est important également de s'accorder des pauses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec les années, entre 18 et 24 ans. Beaucoup de fois, je travaillais comme un dingue jusqu'à m'en rendre malade, quoi. Et en fait, pour moi, j'ai appris, non pas à travailler, j'ai appris surtout à me donner des pauses. Voilà. Je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même. Et j'ai appris, en fait, avec le temps, à être plus sage et à respecter, en fait, mon corps. Et surtout, à dire, OK, c'est normal que le dimanche, tu bosses pas, tu vois. Et voilà. Je pense que le dimanche, de prendre des vacances et tout ça, c'est des choses qui ont été un apprentissage pour moi. Je viens d'une famille d'indépendants. Mes deux parents étaient entrepreneurs. Mes grands-parents aussi. C'est vraiment quelque chose qui est très ancré, la culture du travail, des résultats, du revenu, du mode de vie. Pour nous, c'est très important tout ça. De l'indépendance, de la liberté, ces valeurs-là sont vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et donc moi, j'ai baigné dans cette culture-là. Et il fallait que j'arrive à mêler à la fois cette culture du travail, de la détermination, de l'indépendance, avec également les contraintes du monde moderne, du fait qu'on travaille sur un PC, que ça fatigue le cerveau. Voilà, donc c'est quelque chose qui également s'apprend. Il n'y a aucun incubateur qui va vous apprendre ça. Il n'y a aucun livre qui va vous apprendre ça. En tant qu'entrepreneur, c'est à nous de nous prendre en main, mais vraiment, je pense que c'est un truc important. Savoir s'accorder des pauses. Voilà. Et donc voilà, je vais terminer ce troisième podcast là-dessus. Il a été consacré donc voilà, à la fin de 2022 et puis également à d'autres aspects que je considère importants dans le business. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de Unshakable. Et puis d'ici là, portez-vous très bien et surtout, prenez soin de vos proches. Ciao!